J'ai cru que j'allais avoir ma première crise cardiaque. Et vous l'avez traduit comment? J'ai dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Imaginez une chambre stérile, d'une blancheur aveuglante, où l'air sent l'éther et l'angoisse. Il n'y a pas d'applaudissements ici. Il n'y a pas de lumière de studio éblouissante. Et il n'y a surtout pas ce célèbre canapé rouge qui a accueilli toutes les stars du monde. Seul le bip monotone et glacé d'un respirateur artificiel brise le silence. Sur le lit d'hôpital, un homme frêle, méconnaissable, lutte pour chaque souffle. Sur son dossier médical, il est inscrit un nom étrange. Fiorella, un pseudonyme, une ultime tentative désespérée pour se cacher, pour disparaître des regards curieux alors que la mort rôde. Mais sous ce masque de douleur se cache le visage le plus familier de France, c'est Michel Drucker. L'homme qui a passé 60 ans à écouter les autres se retrouve soudain seul face au silence le plus terrifiant de sa vie. Non pas le silence du repos, mais le silence assourdissant d'un téléphone qui ne sonne plus. Bienvenue sur la chaîne Icônes et Silences. Ici, nous ne sommes pas là pour polir les statues dorées, mais pour écouter les vérités qui se murmurent dans l'ombre des coulisses. Hormis la gloire, nous allons aujourd'hui explorer une histoire que Michel Drucker a gardée enfouie au plus profond de sa poitrine cicatrisée. Ce n'est pas l'histoire de ses succès, mais celle d'une trahison intime. Alors qu'il gisait là, le cœur ouvert au sens propre comme au figuré, l'industrie qui l'a servi toute sa vie avait déjà tourné la page. Dans les couloirs des chaînes de télévision, certains avaient déjà écrit sa nécrologie, prêts à effacer son nom pour prendre sa place. Comment une icône nationale, un homme que l'on croyait éternel, peut-il se retrouver si brutalement jeté dans l'oubli? Qui sont ces visages souriants, qui, dans l'ombre, attendaient mais patiemment sa fin? Et pourquoi, à 83 ans, ce survivant a-t-il décidé de briser l'omerta et de nommer ceux qui l'ont enterré trop vite? Approchez-vous. Entrons ensemble dans cette chambre de réanimation pour découvrir ce que Michel Drucker a vu lorsque les lumières se sont éteintes. Pour comprendre la cruauté de l'oubli qui le menaçait sur son lit d'hôpital, il faut d'abord se souvenir de la hauteur vertigineuse du piédestal sur lequel il trônait. Avant le silence des machines, il y avait le vacarme des applaudissements. Pendant des décennies, Michel Drucker n'était pas seulement un animateur de télévision. Il était le gardien du temple, le passage obligé, le visage rassurant d'une France qui aimait se retrouver en famille. Tout a commencé bien avant les cheveux gris, à une époque où la télévision était encore en noir et blanc, une fenêtre magique ouverte sur le monde. Le jeune Michel, passionné de sport, commentait les exploits des athlètes avec une ferveur qui traversait l'écran. Mais très vite, le commentateur sportif est devenu le confident des étoiles. Rappelez-vous des samedis soirs éblouissants de Champs-Élysées. Ce n'était pas une simple émission, c'était une grand-messe nationale. Dans les années 80, alors que la France se transformait, Michel Drucker était le maître de cérémonie incontesté. Il descendait ce grand escalier mythique, sous les projecteurs brûlants, accueillant Whitney Houston, Serge Gainsbourg ou Johnny Hallyday, comme on accueille des amis dans son salon. Il est devenu l'ami de la famille, le gendre idéal que toutes les mères rêvaient d'avoir. Puis vint l'ère du célèbre canapé rouge de Vivement Dimanche. Ce meuble n'était pas un simple décor, c'était un trône. S'asseoir sur ce canapé signifiait que vous aviez réussi, que vous existiez aux yeux du public. Politiciens, acteurs, chanteurs, tous venaient chercher l'adoubement de Michel. Il était bienveillant, toujours souriant, ne posant jamais la question qui fâche, tissant un lien indéfectible avec des millions de téléspectateurs qui le considéraient comme immortel. Pourtant, derrière ce sourire inaltérable et cette omniprésence médiatique, se cachait une angoisse sourde que les caméras ne captaient jamais. L'ascension de Michel Drucker n'était pas motivée par la soif de gloire, mais par une peur panique du vide. C'était la course effrénée d'un enfant qui fuyait le jugement de son père. Abraham Drucker, ce médecin exigeant qui lui avait répété tant de fois qu'il ne ferait rien de bon.
Alors, pour prouver qu'il n'était pas un bon à rien, Michel a travaillé, encore et encore. Il ne prenait jamais de vacances, refusait de s'arrêter, enchaînant les enregistrements jusqu'à l'épuisement. Il est devenu une machine de guerre, déguisée en homme affable. Chaque émission réussie était une réponse silencieuse à ce père disparu, une preuve qu'il méritait sa place sous le soleil. Il a sacrifié sa jeunesse, ses week-ends et une partie de sa vie personnelle pour ne jamais laisser l'écran noir. Il pensait qu'en étant partout, tout le temps, il serait indispensable, qu'il serait protégé à jamais de l'oubli. Quelle terrible erreur, car l'industrie du spectacle est un monstre insatiable qui dévore ses propres enfants, même les plus brillants. Au sommet de sa gloire, alors qu'il croyait tenir le monde dans sa main, Michel ne voyait pas que les fondations de son empire étaient faites de sable. Il ne savait pas encore que ce public qui l'adorait pouvait être volage, et que ce milieu qui le courtisait n'attendait qu'un signe de faiblesse pour le briser. Tandis que la France entière voyait en Michel Drucker une icône inébranlable, les coulisses racontaient une histoire bien plus sombre et étouffante. La gloire est une drogue dure, mais c'est aussi une cage. Et pour Michel, cette cage était faite d'or et de lumière, mais elle n'en restait pas moins une prison dont il avait lui-même forgé les barreaux. L'envers du décor était loin d'être aussi chaleureux que ces dimanches après-midi. Être l'ami de tout le monde signifie souvent n'être l'ami de personne. Imaginez une vie où chaque poignée de main est calculée, où chaque sourire cache une demande, où chaque coup de fil commence par une flatterie pour finir par une sollicitation. Michel Drucker possédait le carnet d'adresses le plus convoité de Paris. Son téléphone ne cessait jamais de sonner. Des producteurs, des artistes en promo, des directeurs de chaîne, tous l'entouraient d'une cour assidue, le gavant de compliments tant qu'il détenait le pouvoir de faire ou défaire une carrière. On l'appelait le parrain. Mais dans ce milieu impitoyable, la loyauté ne dure que le temps d'une audience télévisée. Il vivait dans une paranoïa constante, alimentée par une industrie qui vénère la jeunesse et méprise la vieillesse. Chaque matin, l'angoisse le prenait au ventre en découvrant les chiffres de l'audimat. Il savait que s'il trébuchait, s'il montrait le moindre signe de fatigue, cette même meute qui le portait au nu se jetterait sur lui pour le dévorer. Cette pression inhumaine l'a poussé à une discipline de fer, presque masochiste. Pour rester au sommet, il s'est interdit de vivre. Pas de sortie, pas d'excès, une vie monacale entièrement dévouée à son image publique. Il est devenu un hypocondriaque obsessionnel, terrifié à l'idée que la maladie ne vienne lui voler son temps d'antenne. Ironiquement, c'est cette même obsession du travail qui a fini par user son corps. Il pédalait des kilomètres chaque jour, non pas pour le plaisir, mais pour fuir le temps qui passe, pour prouver au patron de chaîne qu'il était encore vert, qu'il n'était pas un vieux à mettre au placard. Il se croyait protégé par son statut, mais il ne faisait que creuser sa propre solitude. Les gens ne voyaient plus l'homme, ils ne voyaient que le tremplin médiatique. Combien de fois s'est-il senti seul, une fois les caméras éteintes et les loges vidées? Combien de fois a-t-il dû ravaler ses larmes ou sa fatigue pour enfiler, encore et encore, ce costume de présentateur parfait que le public exigeait? Le système l'a exploité jusqu'à la moelle. Les diffuseurs savaient qu'il ne dirait jamais non, qu'il sacrifierait sa santé pour une émission de plus. Ils ont profité de son anxiété, de son besoin viscéral d'être aimé pour le presser comme un citron. Il pensait contrôler le jeu, mais il était l'esclave de sa propre légende. Et pendant ce temps, insidieusement, une menace bien plus réelle que la baisse d'audience grandissait en lui. Son cœur, ce cœur qu'il avait tant mis à l'ouvrage pour émouvoir les Français, commençait à montrer des signes de faiblesse que même sa volonté de faire ne pourrait bientôt plus ignorer. L'illusion était sur le point de se briser. Puis, un jour de l'été 2020, le rideau est tombé brutalement. Ce n'était pas une fin de saison, c'était presque une fin de vie. Le cœur de Michel Drucker, ce moteur qu'il croyait inusable à force de sport et de discipline,
a fini par être attaqué par une bactérie invisible mais dévastatrice. Son corps est devenu, selon ses propres mots, un champ de bataille, un véritable Tchernobyl intérieur. L'icône a dû disparaître. Pour la première fois de sa vie, Michel a dû fuir la lumière pour se cacher dans l'anonymat d'une chambre d'hôpital stérile. Sur la porte, il n'y avait pas son nom. Il était devenu Fiorella. Il se cachait comme un fugitif, honteux d'être devenu mortel, terrifié à l'idée qu'une photo de lui, amaigri et perfusé, ne se retrouve à la une des journaux à scandale. Mais le véritable scandale ne se jouait pas dans ce corps brisé qui avait perdu plus de 10 kilos. Le scandale, le vrai, se déroulait à l'extérieur, dans les couloirs feutrés de cette industrie qu'il avait tant chérie. Alors que Michel luttait contre une septicémie qui menaçait de l'emporter, le monde de la télévision a réagi avec une froideur calculatrice effrayante. Il n'y a pas eu de trêve sacrée pour le patriarche. Au contraire, la rumeur de sa fin prochaine a circulé à la vitesse de la lumière, et avec elle, l'appétit féroce des prétendants au trône. C'est à ce moment précis que la cruauté du milieu lui a sauté au visage. Son téléphone, jadis saturé d'appels, s'est tu. Un silence de mort. Ceux qui, quelques semaines plus tôt, l'appelaient « mon cher Michel » pour obtenir une faveur, ont soudainement disparu, pensant qu'il ne leur serait plus d'aucune utilité. Dans les bureaux de direction, on ne pleurait pas l'homme, on s'inquiétait pour la case horaire. Des réunions discrètes s'organisaient déjà pour décider qui récupérerait le fameux créneau du dimanche après-midi. On avait déjà tourné la page, on avait déjà écrit sa nécrologie, prête à être publiée à la minute où son cœur cesserait de battre. Michel, du fond de son lit, lucide malgré la douleur, a ressenti cet abandon comme un coup de poignard. Il a compris qu'il n'était pas une personne pour eux, mais un produit dont la date de péremption venait d'être atteinte. Le moment le plus déchirant fut sans doute ce face-à-face avec le miroir, après des mois d'alitement. Il ne s'est pas reconnu. Il a vu un vieillard de 90 ans, un fantôme aux yeux creusés, une ombre tremblante. Il a pleuré, non pas sur son sort, mais sur la violence de cette déchéance qui donnait raison à ceux qui voulaient l'enterrer. Il l'avait laissé pour mort, convaincu que le dinosaure ne se relèverait jamais. Ils avaient tort. Contre toute attente, le cœur a tenu bon. Le miracle a eu lieu. Michel Drucker n'est pas seulement sorti de l'hôpital. Il a accompli l'impossible en revenant sur le plateau de télévision, là où personne ne l'attendait plus. Mais l'homme qui s'est rassis sur le canapé rouge n'était plus le même. Il avait le regard de ceux qui ont vu la mort en face et qui n'ont plus peur de rien, et surtout pas de la vérité. Le moment de briser le silence est arrivé lors d'une interview qui restera gravée dans les mémoires. Face aux caméras, avec une voix affaiblie mais une détermination d'acier, Michel a ouvert son carnet de comptes. Il n'a pas hurlé, il n'a pas insulté. Il a fait quelque chose de bien plus redoutable. Il a souri, de ce sourire énigmatique qui a glacé le sang de ceux qui l'avaient trahi. Il a déclaré publiquement qu'il avait une très bonne mémoire et qu'il n'avait rien oublié du silence assourdissant de ceux qu'il considérait comme sa seconde famille. Ce jour-là, il a réglé ses comptes avec une élégance impitoyable. Il a pointé du doigt, sans les nommer, mais en les rendant reconnaissables pour tout le milieu, ses dirigeants qui, alors qu'il était intubé, organisaient déjà le casting de son remplaçant. Il a parlé de ce patron de chaîne qui lui tapait dans le dos hier et qui demain effacerait son numéro de téléphone sans un remords. Il a évoqué ses amis de 30 ans, ces stars qu'il avait aidés à construire leur carrière et qui n'ont pas pris la peine d'envoyer un simple message de soutien, trop occupés à se positionner auprès des nouveaux favoris du moment. Il a dénoncé un système hypocrite qui jette les vieux comme des objets cassés. Il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas dans ce métier. Que l'amour du métier est une illusion et que la loyauté est une monnaie qui n'a plus cours. En révélant qu'il avait failli être amputé, qu'il avait perdu toute sa masse musculaire, il a forcé le public et l'industrie à regarder la réalité en face. Il les a forcés à voir l'humain derrière la vedette
la souffrance derrière les paillettes. Sa vengeance n'a pas été de les détruire, mais de survivre. De revenir s'asseoir sur son trône, obligeant ceux qui l'avaient enterré à venir lui serrer la main de nouveau, le regard fuyant, rongé par la honte. Michel Drucker a prouvé qu'on pouvait lui ouvrir la poitrine, arrêter son cœur pendant des heures, mais qu'on ne pouvait pas lui arracher sa dignité. Il a repris le contrôle de son histoire, transformant sa convalescence en un acte de résistance absolue. Il est revenu pour leur montrer qu'il était toujours là, debout, et qu'il ne laisserait personne d'autre décider de la fin de son film. L'histoire de Michel Drucker n'est pas seulement celle d'un survivant de la télévision. C'est un miroir tendu à notre propre société, un reflet brutal de la manière dont nous traitons ceux qui ont vieilli. Au-delà des paillettes et des tapis rouges, son combat solitaire dans cette chambre d'hôpital sous le nom de Fiorella nous rappelle une vérité universelle et effrayante. Nous sommes tous remplaçables. Si une légende vivante, un homme qui a interviewé les présidents et les rois, a pu se sentir aussi jetable qu'un vieux journal, alors qu'en est-il des autres? Combien d'artistes, combien d'idoles de notre jeunesse ont sombré dans l'oubli, broyés par cette machine infernale qui exige toujours de la chair fraîche? Combien de voix se sont éteintes dans le silence général, sans avoir eu la chance ou la force de revenir pour crier leur vérité? Cette industrie, qui nous vend du rêve, a parfois la mémoire bien courte et le cœur bien sec. Elle nous apprend à adorer les étoiles quand elles brillent et à les piétiner quand elles vacillent. Mais Michel Drucker nous a donné une leçon magistrale. Il nous a montré que la vraie gloire ne réside pas dans l'audimat ou les couvertures de magazines, mais dans la capacité à rester debout quand tout le monde parie sur votre chute. Alors, la prochaine fois que vous verrez un visage familier disparaître de l'écran, posez-vous la question. Est-il parti de son plein gré ou l'a-t-on poussé vers la sortie parce qu'il ne correspondait plus aux critères du moment? Sommes-nous prêts à écouter ces icônes, non plus comme des produits de divertissement, mais comme des êtres humains fragiles, avant que les lumières ne s'éteignent définitivement? Michel Drucker, du haut de ses 83 ans, avec son cœur raccommodé et son âme cicatrisée, continue de s'asseoir chaque dimanche sur son canapé. Mais désormais, nous savons que derrière le sourire du gendre idéal, il y a un guerrier qui a vaincu le silence. Comme il l'a si bien dit, je ne cherche pas à être éternel, je cherche juste à être vivant jusqu'à la dernière seconde. Merci d'avoir écouté cette histoire avec nous sur Icônes et Silences. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais laisser l'oubli gagner. À très bientôt pour une autre vérité derrière une autre légende.